Bonjour tout le monde. Donc, quelques mots avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu didactique, vous allez voir, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de citations. Je vais surtout essayer et tâcher de définir ou de redéfinir l'apport howardien. Qu'est-ce que Howard a apporté à la littérature de fantasy? On va parler beaucoup d'étiquettes, puisque en France, on parle de fantasy, d'heroic fantasy, de sword and sorcery. Et en fait, vous voyez dans le titre que j'ai proposé, je parle de fantasy américaine, d'American fantasy, qui est un vocable que je commence peu à peu à essayer d'imposer par rapport à Howard, pour expliquer en quoi c'est un père fondateur de la fantasy. C'est quelque chose qui est à la fois nouveau, comme je viens de le dire, mais c'est surtout aussi une expression qui reste assez lâche, parce que j'ai beaucoup de problèmes par rapport à l'étiquetage des œuvres, que ce soit de la fantasy ou n'importe quoi. Et donc, du coup, on va faire une sorte de petit voyage ensemble dans la fantasy et on va commencer par le début. On va rapidement arriver sur les États-Unis et sur Howard. Voilà, ça va durer, je ne sais pas trop combien de temps en fait, puisque j'ai préparé ce PowerPoint pour aujourd'hui. Et à l'issue de ma présentation, si vous avez des questions, j'essaierai d'y apporter une réponse au mieux de mes capacités. Voilà, donc ce que vous avez sous les yeux, c'est la photo la plus célèbre de Howard, qui en fait ne le représente pas véritablement dans sa vie quotidienne. C'est quelqu'un qui était toujours habillé plus ou moins en t-shirt, décontracté. Et là, pour cette photo, il était comme ça. Sa signature. Alors, j'ai mis en illustration une première page de tapuscrit original, donc c'est La fille du géant du gel, si vous connaissez les nouvelles de Conan. Et sur la gauche, c'est le Weird Tales de décembre 1932, celui dans lequel son personnage emblématique, alors Conan le Cimérien, et non pas Conan le Barbare. Conan le Barbare, c'est les comics, Conan le Barbare, c'est les films. Howard n'emploie jamais, à aucun moment dans toute sa carrière, l'expression Conan le Barbare. Donc moi, je distingue toujours les deux. Il y a Conan le Barbare qui est le produit dérivé, c'est le personnage des jeux, c'est le personnage des films, c'est le personnage des comics. Et Conan le Cimérien qui est pour moi la création littéraire. Voilà. Donc je prépare un petit menu cimérien, c'est un petit peu tôt pour le repas. Donc voilà ici, voilà les éléments sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui. Et donc, la fantaisie, c'est une définition à géographie variable. Donc, je vais déjà essayer un petit peu d'expliquer ce que je veux dire par là. Tout simplement, suivant qu'on soit français ou anglo-saxon, le terme fantaisie ne va pas recouvrer les mêmes choses. Donc, je me suis inspiré d'une définition qu'on trouve dans le dictionnaire de la fantaisie, qui est paru il y a 3 ans maintenant, sous la direction éditoriale d'Anne Besson, qui est la spécialiste univers française pour tout ce qui concerne la littérature de l'imaginaire. Et donc, pour un anglo-saxon, fantasy, ça va regrouper plein de choses. Peter Pan, c'est de la fantasy. Alice au Pays des Merveilles, c'est de la fantasy. Alors qu'en France, on va plutôt réserver le terme à au Seigneur des Anneaux, à Howard, etc. Alors, je rentre volontairement pas dans les définitions hyper précises du terme, parce que c'est justement l'objet de cette conférence d'aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, quand on parle de fantasy, aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, quand on va parler de fantasy, on va vraiment s'intéresser à l'imagerie traditionnelle, pour être très simple, quelque part entre Conan le Cimérien et le Seigneur des Anneaux. Alors, cette fantasy anglo-saxonne, elle va émerger dans un premier temps en Angleterre. Alors on peut commencer bien plus loin. Si on dit qu'est-ce que c'est que la fantaisie, si on dit voilà, s'il y a un barbare, il est plus ou moins musclé et il va combattre des créatures surnaturelles, on peut commencer avec le premier roman de l'histoire de l'humanité, Gilgamesh. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une saga dans laquelle il y a tous les éléments qui correspondent à ce qu'on appellerait aujourd'hui la fantaisie et qui a été composée il y a plusieurs milliers d'années. On a les récits du Moyen-Âge dans lesquels on va retrouver beaucoup d'éléments de la fantaisie moderne. On peut avoir des chevaliers, des épées, des créatures surnaturelles, des sorciers, etc. Mais le genre fantasy va véritablement commencer à s'imposer en Angleterre, dans les pays anglo-saxons de manière générale, enfin en tout cas dans le vieux continent, en raison de la révolution industrielle. Ça veut dire qu'on va avoir tout un courant littéraire de gens qui vont commencer à s'opposer au courant réaliste, à la vie moderne qui est en train de s'installer, à l'urbanisation. Et donc du coup, alors il y a pas mal de pierres
en fait, dans lesquelles d'évolutions lentes qui vont se faire. Je ne vais pas faire tout le détail de ce qui se passe, mais ça commence déjà à la fin du XVIIIe siècle avec James Macpherson, qui est donc un auteur qui invente des vieux récits traditionnels irlandais qu'il est censé avoir retrouvés et traduits. C'est en fait un canular. Bref, à la fin du siècle, on va voir différents auteurs. Alors ici, j'ai parlé de William Morris, qui est pour moi le premier qu'on peut véritablement qualifier de fantasy, même s'il y en a plusieurs autres, hein, George MacDonald Fraser, etc., qui vont publier des romans qui vont correspondre à ce qu'on appellerait au jeu de la fantasy. Deux romans qui paraissent respectivement en 1894 et 1896, ça veut dire juste pas longtemps avant sa mort. Bouquins qui vont tomber dans l'oubli pendant des décennies. Il y a 2 tirages qui sont faits de ces livres, donc 1894-1896, réédition en 1910, quelques centaines d'exemplaires, totalement inconnus. Personne ne connaît William Morris pour ses romans de fantasy. C'est une figure extrêmement importante du paysage anglais, au niveau politique en particulier. Il a été très très influent, c'est un artiste, c'est un homme véritablement complet. Mais son œuvre de fantasy, à cette époque, elle passe complètement sous le radar. Les gens ne savent pas qui est William Morris. Il faudra attendre 1969 pour qu'on redécouvre William Morris, 70, je ne me rappelle plus exactement si c'est 69 ou 70, sous l'impulsion d'un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lynn Carter, qui commence à éditer pour Ballantine aux États-Unis une collection sur la fantasy. Et cette collection, elle paraît, pourquoi? Parce qu'en 1970, la fantasy est devenue un genre majeur du monde de l'édition, suite au succès incroyable en librairie de 2 œuvres. Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien, qui est paru en poche à partir de 65 et en poche autorisée en 66, et les nouvelles de Conan, de Howard, qui paraissent à partir de 1966 chez Lancer Books. La fantasy devient un phénomène de société. On parle de millions et de millions d'exemplaires pour l'un et l'autre auteur, vendus en l'espace de quelques années. Et à ce moment-là, on commence à rééditer des gens qui écrivaient soi-disant de la fantasy auparavant. En premier lieu, William Morris. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réédite William Morris? On dit les chefs-d'œuvre de la fantasy ou les grands classiques de la fantasy. Sauf que si vous regardez les bouquins, les premières éditions de William Morris, à aucun moment le mot fantasy n'apparaît dans le texte et dans le paratexte. Le paratexte, c'est tout ce qui est les couvertures, les critiques, il n'y a rien. À aucun moment le mot fantasy n'apparaît. Ce qui m'amenait à poser la question, mais c'est quand est-ce qu'on va commencer à désigner une œuvre de fantasy avec cette appellation fantasy? Le terme fantasy en anglais, il est partout. On peut le trouver dans la vie quotidienne, mais pour désigner une œuvre littéraire, quand est-ce que le mot apparaît pour la première fois? Ça a été une question que je me suis posée pendant des années, et j'ai commencé à faire plein de recherches pour savoir quand est-ce que le mot fantasy est devenu un mot qui désigne particulièrement un genre littéraire, et avec quelle acceptation. On essaiera de répondre à cette question un peu plus avant dans cette conférence. Donc, comme j'expliquais, Tolkien arrive, poum, il bouleverse le paysage de la fantasy. Le terme fantasy s'impose à partir des années 60, donc lorsque le succès arrive en librairie pour Tolkien. Alors, non pas le succès en Angleterre, mais le succès aux États-Unis en livre de poche. Ça veut dire que ça devient un genre véritablement populaire. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Évidemment, il n'y a pas eu de révolution industrielle. Il n'y a pas de passé avec un Moyen-Âge, des dragons, et ce que vous voulez. C'est un monde qui n'a rien à voir. Et donc, du coup, comment émerge la fantaisie aux États-Unis? Et est-ce qu'on l'appelle la fantaisie? Puisqu'à partir du moment où Tolkien apparaît, tout ce qui est avant lui devient un précurseur ou des précurseurs. L'an 1 de la fantaisie, officiellement, c'est Tolkien. Donc il est accusé, à tort, est-ce qu'il n'est pas responsable, d'avoir inventé, d'avoir créé, figé, forgé, tous les codes de la fantaisie, sauf qu'il y avait plein de gens qui existaient avant lui. Aux États-Unis, il y a 3 éléments qui sont assez importants.
sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Donc, c'est quelles sont les spécificités de la fantaisie américaine. Alors, ça veut dire quoi? Les spécificités de la fantaisie américaine. Ben, c'est très simple. Si votre auteur il est américain, il écrit de la fantaisie, c'est pas suffisant pour en faire un auteur de fantaisie américaine. C'est qu'est-ce qui fait que cette œuvre est spécifiquement une œuvre américaine? En quoi est-ce qu'elle répond? En quoi est-ce qu'elle fait écho au monde dans lequel cette œuvre, du monde dans lequel cette œuvre est issue? Alors, le développement de la fantaisie aux États-Unis, il va se faire, donc on va voir 3 éléments successifs, qu'on va aborder en tout cas de façon successive. Le premier, c'est la spécificité du marché de l'édition populaire aux États-Unis. Et donc, c'est ce qu'on appelle les pulp magazines. Donc, l'expression est passée en France, est devenue plus courante à la suite du film de Tarantino, en 1994, de mémoire, Pulp Fiction. Donc, les pulps, c'était ces revues à couverture très bariolée, qui paraissaient tous les mois, et qui étaient hyper segmentées. Si on regarde, on a ici Adventure, dans lequel on trouve des récits, personne ne suit, d'aventure, évidemment. Detective Fiction Weekly, vous êtes trop fort. Donc Black Mask était la première revue dans laquelle s'est imposé le genre policier dit du hard-boiled, des durs à cuire. Dashiell Hammett, par exemple, est né dans les pages de Black Mask. Popular Magazine, Cavalier, etc. sont des magazines généralistes. Mais c'est un marché qui se segmente de façon outrancière. Par exemple, il y a eu un pulp qui s'appelait Zeppelin Stories, dans lequel on publiait des histoires qui traitaient de Zeppelin. C'est un marché de niche, on va dire, très précis. Mais voilà, il y avait en fait de tout. Et très logiquement, vous avez des revues de boxe, des revues de baseball, des récits spicy, ça veut donc dire érotique, mais érotique pour l'époque et pour les États-Unis. Et cette hyper segment, ils ont leur spécificité. Mais ce n'est pas le cas de cette conférence aujourd'hui. Évidemment, dans cette segmentation, va apparaître quelque chose de totalement nouveau. Donc une revue. Ici, vous voyez le numéro d'octobre 1933. Donc vous avez la moitié, qui s'appelle Weird Tales. Ça, c'est la couverture la plus célèbre de Weird Tales. Parce que dedans, il y a la couverture, il y a la fameuse Batwoman de Margaret Brundage, l'illustratrice, et ce numéro contient une nouvelle de Lovecraft, une nouvelle de Clark Ashton Smith, une nouvelle de Howard. Très recherché par les collectionneurs. Si vous en avez en bon état, ça vaut dans les 10 ou 12 000 $. Qu'est-ce que c'est que Weird Tales? Weird Tales part en 1923, et c'est en fait la première revue qui est entièrement consacrée au fantastique, à la science-fiction, disons aux littératures de l'imaginaire. Alors il y a eu quelques revues qui ont précédé, il y a eu 6 numéros d'une sorte de semi-pulp à la fin des années 1910, il y a une publication en Allemagne qui a duré quelques numéros, mais de façon très pratique, très globale, c'est Weird Tales qui est la première revue, ça va durer 30 ans environ, c'est la première revue dans laquelle vous avez un sommaire qui est entièrement consacré aux littératures de l'imaginaire et dans les pages duquel vont être publiés quelques auteurs. Il y a beaucoup de choses immondes dans Weird Tales, mais beaucoup. J'ai lu tous les numéros de 1923 et là je suis en train d'arriver à 1932. J'ai tout lu. Pour beaucoup, c'est une souffrance. Il y a vraiment des choses immondes. Mais c'est la revue dans laquelle sont parus pour la première fois Howard évidemment, H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith, Ray Bradbury, Henry Kuttner, Edmond Hamilton. Enfin, je pourrais continuer comme ça. Tous les géants, Abraham Merritt, tous les géants de la littérature d'imagination américaine, plus des Européens, parce qu'ils ont réédité, enfin en tout cas ils ont traduit des contes russes, ils ont traduit du Maupassant, ils ont traduit énormément de choses dans Weird Tales. Vous aviez dans chaque numéro, il y avait toujours un classique étranger ou un classique américain qui était ajouté au sommaire. On ne peut pas sous-estimer l'importance de cette revue dans la littérature d'imagination. C'est quelque chose de capital. En plus, il y avait un courrier des lecteurs. Bref, ça a créé une véritable communauté. Et même, c'est une des premières revues, si ce n'est la première,
qui, du fait de l'intérêt des gens qui lisaient ou qui publiaient dedans, a créé une communauté et a développé les premières organisations d'amateurs ou de gens qui partageaient un intérêt commun et qui vont devenir très rapidement ce qu'on appelle aujourd'hui des fans. Le terme n'existait pas auparavant, les fanatiques. Mais quand on lit Weird Tales, si vous lisez le sommaire de n'importe quel numéro, donc là vous parlez à quelqu'un qui a, vous regardez quelqu'un qui a lu pour l'instant les 7 premières années, et si vous lisez de 1923 à 1930, vous trouverez un récit d'horreur, un récit, alors c'était toujours très appuyé, très ampoulé, un récit d'horreur, un récit dramatique, un récit horrible, un récit, ce que vous voulez. Vous avez des récits de science fiction, c'est pas encore la science-fiction, mais à aucun moment le terme fantasy n'apparaît. À aucun moment, dans aucune nouvelle. Weird Tales, donc, s'impose sur le marché. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait aucun auteur aux États-Unis qui écrivait de la fantasy? Mais sûr que non, il y en avait plein. Donc, ici j'ai marqué quelques noms. Abraham Merritt. Donc Abraham Merritt, c'est un auteur phare qui publie dans Argosy, qui est à l'époque le pulp le plus classieux qui existe. Vous avez James Range Cabell, Clark Ashton Smith, sur lequel je vais revenir. Ces gens-là écrivent ce qu'est de la fantaisie, mais qui correspond plus à l'acceptation générale de la fantaisie. Ça veut dire on est loin de Tolkien, on est loin de Howard. Ce sont des récits d'imagination dans lesquels parfois ces auteurs vont créer des mondes nouveaux, ou en tout cas des régions nouvelles, avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un monde secondaire, mais rien qui corresponde véritablement à quelque chose qui soit d'inspiration purement américaine, à l'exception de Clark Ashton Smith, qui commence à écrire véritablement de la fantasy à partir de la fin des années 20. Smith est un auteur assurément de première importance dans le genre qui nous intéresse, mais c'est un auteur qui est extrêmement idiosyncratique au niveau de son écriture, qui ne va pas laisser de véritable descendance. Si vous lisez Smith, soit dans le texte ou en VF, je n'ai pas eu les nouvelles traductions, mais dans la VO, il faut vraiment être armé en vocabulaire. C'est un vocabulaire très fin de siècle, très recherché, et donc c'est tellement idiosyncratique, c'est une œuvre qui ne fera pas école, alors en dépit de ses indéniables qualités. Je m'interromps 2 secondes pour boire, parce que je parle beaucoup. Et c'est là que, pour savoir qui est le père fondateur d'un genre, on va commencer un petit peu à rebours. On ne va pas s'intéresser au père fondateur, mais on va s'intéresser à 3 auteurs qui écrivent véritablement de la fantaisie, qu'on appelle aujourd'hui de la fantaisie, qui ont un point commun, qui ont plusieurs points communs, sur lesquels je vais revenir. Donc, le premier, la première, Catherine Lucille Moore. Le second, Henry Kuttner. Et le troisième, Fritz Leiber. Donc en France, je pense que Leiber est le plus connu, Moore un peu moins, et Kuttner est quasiment inconnu. Alors on va commencer par Mademoiselle Moore, que voici. Et donc, elle fait paraître sa première nouvelle dans Weird Tales, dans le numéro de novembre 1933. C'est une nouvelle qui s'appelle Chamblot, qui paraît sous le nom de C.L. Moore. Ça veut dire que les lecteurs ne savaient pas que c'était une femme. Pour quelle raison, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup d'auteurs femmes dans Weird Tales. Mais le récit qui nous intéresse le plus ici, c'est Le baiser du dieu noir, qui paraît quasiment 1 an plus tard, en octobre 1934. Et Le baiser du dieu noir, c'est une nouvelle qui met en scène une femme guerrière rousse, en armure, qui a pas mal de problèmes et de soucis, qui doit se battre contre des sortes de monstres et de créatures un petit peu surnaturelles, dans un monde pseudo-médiéval. Et là, on pense tout de suite à Red Sonja, on pense à même Conan, un peu au féminin. On est vraiment dans un univers qu'on connaît bien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la création du personnage de Jirel de Joiry, qui a été créé en même temps qu'un personnage féminin de Howard, qui s'appelle Agnès la Noire. Je ne sais pas si vous connaissez, un personnage d'aventure historique. Et en fait, le succès de Catherine Moore avec Jirel de Joiry a empêché plus ou moins Howard de transformer les aventures d'Agnès Chastillon en aventures fantastiques. Enfin, c'est un petit peu complexe, mais c'est assez intéressant. Mais on est véritablement très très proche de la fantaisie telle qu'on le connaît. Qu'est-ce que disent les lecteurs lorsque paraît dans Weird Tales les premières nouvelles
de Gérald de Jouary. Alors, il y a bien longtemps que je n'avais pas lu un récit traitant... Alors, c'est le courrier des lecteurs de Weird Tales. Il y a bien longtemps que je n'avais pas lu un récit traitant des anciens dieux aussi réussi que Le baiser du dieu noir. Je veux apprendre beaucoup plus de choses au sujet de Jirel et je suis certaine de ne pas être la seule dans ce cas. C'est ce genre de personne que j'aimerais être moi-même. Fantasy comme littérature d'identification, donc c'est une lectrice ici. Et elle conclut une sorte de version féminine de Conan le Cimmérien. Lui aussi est un de mes personnages préférés. Donc déjà, tout de suite, il y a un lien très fort, c'est que Gérald de Jouary, c'est proche de Conan, et ça paraît quelques années plus tard. Les histoires de Moore se rapprochent de plus en plus de la fantaisie. Nous sommes en septembre 1935, je vais y revenir. Je lisais il n'y a pas très longtemps que le terme fantaisie avait été forgé pour un genre littéraire en 1959. Vous allez voir que c'est un peu plus complexe et plus ancien que ça. Sous sa forme la plus pure, genre qui est malheureusement bien trop peu présent dans la fiction contemporaine. Sans embâche, je donne mon vote à Conan, comme toute femme sensée. L'image du personnage a énormément changé en raison du film de Milius, dans lequel vous avez cette fameuse scène qui est en fait, qui n'a rien à voir avec Conan, qui n'a rien à voir avec le Conan de Ward en plus, et qui est en fait attribuée historiquement à Gengis Khan, qui n'a rien à voir avec Conan non plus. Donc, quand on lit les nouvelles de Conan, le traitement des femmes est un petit peu, on va dire, différent de celui de Gengis Khan. Mais bref, les lectrices adoraient Conan. C'est-à-dire, quand vous lisez le courrier des lecteurs, vous allez avoir une lettre sur 2, une lettre sur 3, qui est écrite par une femme. Le lectorat, à l'époque, de lecture de l'imaginaire était... Alors, on n'a pas de pourcentage, mais en tout cas, le pourcentage de lecteurs femmes était extrêmement important. Et vous imaginez une femme américaine qui lit sur la littérature. Nous sommes en plein dans la Grande Dépression aux États-Unis. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. La fantaisie, c'est évidemment une littérature d'évasion ou d'invasion. Et une femme, si on Conan, alors c'est le mec qui est capable de survivre à l'État, de survivre à la crise, qui n'a pas de problème d'emploi. J'ai toujours une épée. Donc évidemment, c'est le mec qui est capable quand même d'être là et de faire en sorte qu'à la fin du mois, voire tous les soirs, il y a à manger sur la table. Donc, je me donne mon vote à Conan, comme toute femme sensée. Alors je ne sais pas s'il y a des femmes sensées dans l'assistance, je ne sais pas, pour laquelle tout à l'heure. Il est super, j'ai une suggestion. Pourquoi ne pas réunir Conan et Jirel dans un récit? Donc, on est ici dans un univers, celui de Jirel, qui correspond véritablement à l'image moderne qu'on se fait du genre dit fantasy, avec un lecteur ou une lectrice, je ne sais plus, qui utilise et qui emploie le mot fantasy. Et qu'est-ce que dit Catherine Moore de Howard? Voici le numéro de décembre 1934 de Weird Tales, dans lequel, évidemment, il n'y a pas de Conan sur la couverture, parce que les barbares ne font pas vendre. Ce qui fait vendre, c'est plutôt deux dames en train de plus ou moins dénudées, en train de se fouetter. Le monde a bien changé. Enfin, je pense, je ne suis pas sûr. Et après, si vous aimez les barbares huilés, c'est aussi, il n'y a pas de problème. Bien, et donc, qu'est-ce que dit Catherine Moore dans une lettre qu'elle envoie à Robert Howard, justement? Je suis en admiration totale devant celui qui a conjuré des titres aussi splendides que Une sorcière viendra au monde, A Witch Shall Be Born donc, ou Le diable des reins de Devon Aryan. Il faut avoir le cœur bien accroché en lisant la première des deux, mais elle est superbe. Vous insufflez une telle vigueur à vos récits quand telle est votre intention. Et la sorcière elle-même est superbe. Oh, bonté divine, voilà que je suis morte de jalousie. Donc ici, on a une autrice, comme on dit maintenant, qui est en admiration devant l'étude de récits de Howard et qui clairement, à sa carrière, en tout cas ses récits de fantasy, sont très clairement inspirés du succès antérieur de Howard. Elle écrit à Robert Barlow, donc que vous connaissez peut-être, Robert Barlow, ça a été la personne que Lovecraft avait désignée pour être son exécuteur testamentaire avant que des margoulins l'en dessaisissent. Barlow, donc, elle écrit « J'aimerais pouvoir lire tout ce que Robert Howard a écrit. La première de lui que j'ai lue, première nouvelle j'imagine, de lui que j'ai lue, était Les Vers de la Terre, et je suis une femme absolue depuis ce moment-là. » Donc quand on cherche un père fondateur, il faut d'abord chercher quoi? Est-ce qu'il a inspiré des gens? Et très clairement, c'est ce qu'on a ici dans le cas
de Catherine Moore. Le deuxième auteur sur lequel je vais pencher, c'est un monsieur qui est beaucoup moins intéressant, qui s'appelle Henry Kuttner, et qui a épousé d'ailleurs Catherine Moore quelques années plus tard. Donc ce monsieur a eu une carrière de pulp plus ou moins variée. Pour moi, c'est un auteur assez pitoyable sur pas mal de points de vue. Enfin, tout ce que j'ai lu de lui, c'était assez mauvais, honnêtement. Comme beaucoup de pulp, entre parenthèses, alors que, par exemple, Moore écrivait très très bien. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui ici, c'est la série consacrée à Elac d'Atlantide. Donc 4 nouvelles qui sont parues entre 1938 et 1940 dans Weird Tales. Alors, on n'en a pas la preuve, mais il est assez intéressant de noter que le personnage d'Elac, qui est, vous l'avez peut-être compris, une sorte de gros barbare qui se promène dans l'Atlantide avec sa grosse épée pour aller battre des monstres, il arrive dans Weird Tales justement au moment où il n'y a plus de récit de Howard, parce que Howard est mort en 1936. La première nouvelle paraît dans le numéro de mai et juin 1938, qui correspond d'ailleurs à la dernière apparition de Howard dans Weird Tales. Le numéro de mai 38, c'est celui où il y a les pigeons de l'enfer, un des plus grands récits d'horreur de Howard. C'est totalement illisible. C'est presque aussi mauvais que du Lynn Carter, ce qui chez moi veut dire beaucoup. Que disent les lecteurs lorsqu'ils voient, lorsqu'ils lisent les premières nouvelles de Elac? Ils disent ceci. Cela s'explique peut-être parce que je préfère les histoires à suivre, mais même sans cela, Thunder in the Dawn, donc qui est la première nouvelle de Elac, reste une histoire de grande qualité. Ouais, bref. Hein. On y trouve tous les éléments qui font une véritable histoire de l'étrange, du mystère, de la magie noire, un décor fantastique, sans parler de l'action, ce qui la rend comparable à la saga de Conan. Intéressant. Le numéro de mai est le meilleur de l'année, jusqu'à présent, et la première partie de Thunder in the Dawn, par Henry Kuttner, la meilleure nouvelle de ce numéro. C'est peut-être un sacrilège de dire ça, mais cette première partie de la novelette d'Elac d'Atlantide surclasse les histoires de Conan, et j'étais un fan invertébré de Conan. Si vous êtes un père fondateur, vous aurez des gens qui seront inspirés par vous, Catherine Moore, et vous aurez des gens qui vont essayer de vous imiter. Henry Kuttner, je pourrais rajouter Lynn Carter et Spike de Camp, mais ce serait méchant et c'est pas mon style. Et vous avez enfin un troisième type d'auteur, c'est celui qui justement va tenter de se démarquer, qui tout en reconnaissant l'influence en auteur, dit ben voilà, il est là, je ne peux pas l'ignorer, mais moi ce que je veux faire, c'est justement, je veux me démarquer de l'œuvre de cet auteur, et c'est quelqu'un qui s'appelle Fritz Leiber, qui est un auteur absolument exceptionnel. Fritz Leiber a écrit de 1934 jusqu'à sa mort en 1994, et donc il est connu pour le cycle des épées, paru entre 1936 et 1988, c'est-à-dire que cette œuvre l'a occupé durant toute sa vie, qui est un cycle, alors que je vais qualifier de fantasy ou d'heroic fantasy, je mets bien des guillemets sur la façon dont j'appelle ces termes-là parce que je vais y revenir. Et la toute première nouvelle du cycle, qui finalement ne paraîtra qu'en 1948 ou 49, mais la toute première nouvelle qu'il écrit s'appelle Adept's Gambit, et elle est rejetée en 1934 par Weird Tales. Si vous connaissez le cycle des épées, et si vous avez lu les nouvelles telles qu'elles sont parues par la suite, vous savez que ça se passe dans un univers inventé. Sauf que, dans la première version de la première nouvelle de Fafhrd et le souricier gris, celle-là, ça se passe dans l'Antiquité, à Tyr. Ça se passe dans notre univers. Ça veut dire exactement comme l'Agiborien de Howard. C'est une série de fantasy, encore une fois, j'emploie l'acceptation très générale du terme, qui se déroule en temps historique ou plutôt préhistorique. Ça veut dire qu'on utilise la même formule que ce qu'a fait Howard. Et là, en 63, dans une introduction dans laquelle Fritz Leiber explique l'origine de cette série, il dit « Je me donnais pour règle que mes héros ne devaient pas être Conan ». Et si vous lisez la série du cycle des épées, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il va complètement se démarquer de ce qu'écrivait Howard. Mais des individus plus basiques, avec des faiblesses toutes humaines, et qui s'en tirent à la fin, échappant à leurs ennemis et aux menaces naturelles qui les dépassent, plus par chance qu'autre chose. Donc en fait, on a des auteurs qui sont « Waouh, j'adore ce que vous faites, et je vais essayer d'écrire un truc à ma façon, mais dans ce style-là.
je vais complètement copier ce que vous avez fait. Et voilà, je reconnais que Conan était avant. Et justement, je veux m'en débarquer. C'est comme ça qu'on connaît, qu'on arrive à déterminer qui est le père fondateur d'un véritable genre. Donc là, ici, on parle des États-Unis. Et donc, vous avez remarqué que certaines personnes emploient le terme de fantasy, terme qu'on ne retrouve pas à l'époque sur le vieux continent. Alors, et c'est pour ça que je vais parler de la révolution Howard, puisque Howard est quand même l'élément commun qu'il y a pas dans tout ça. Et les contours donc, de ce que j'appelle, moi, je commence à appeler en tout cas l'American Fantasy, avec une photo de Howard que j'adore, que j'ai eu la chance de retrouver il y a quelques années. Cette photo, elle date de 1924. Elle était inconnue. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de tomber sur une cache de photos, de 6 photos inconnues de Howard, dont celle-là. Donc voilà. Dans lequel on voit qu'il n'est pas content et il a un sabre. Parce que la postérité a été parfois méchante avec lui. Et donc, on va s'intéresser sur la première nouvelle que la critique, tant contemporaine que de l'époque, dit, c'est avec ça qu'est né, alors là, je vais rester très flou, la fantasy, l'heroic fantasy, la sword and sorcery. On va y venir. Donc, en août et en septembre 1929, paraissent dans Weird Tales 2 nouvelles consacrées à un personnage qui est Kull l'Atlantide, donc le royaume des chimères de Shadow Kingdom, et les miroirs de Tuzentun, donc The Mirrors of Tuzentun, qui est une nouvelle qui lui fait suite, mais qui sont pas liées, dans le numéro d'août et de septembre, dans lequel, alors c'est un petit peu petit, mais ce qui est mis en couverture ici, c'est, vous connaissez peut-être, personne, nous arrive à voir, ici c'est une nouvelle de Gaston Leroux, qui à l'époque, donc auteur du Fantôme de l'Opéra, évidemment, ici je ne sais plus qui c'est, parce qu'à l'époque, Weird Tales publiait beaucoup de Gaston Leroux. Tout à l'heure, je vous expliquais que Weird Tales publiait beaucoup d'auteurs étrangers. Et vous cherchez le nom de Howard, il n'apparaît pas. La nouvelle qui va lancer, qui va introduire, selon toute la critique, on va y venir, le genre moderne de fantasy, heroic fantasy, sword and sorcery, on y vient dans quelques minutes, elle paraît dans Weird Tales, ça n'intéresse personne. Mais, août, septembre, octobre, le numéro d'octobre paraît avec le courrier des lecteurs qui commente le numéro qui est paru le mois précédemment. En octobre 29, Wright note que le royaume des chimères a suscité un enthousiasme qui, en certains cas, frôlait le délire. Je cite le monsieur. Ajoutant que le texte avait été élu meilleure nouvelle du numéro du mois d'août par les lecteurs. Ça veut dire que Wright, l'éditeur en chef de Weird Tales, publie un texte sans se rendre compte de la portée de ce qu'il est en train de publier. Les lecteurs, eux, ne s'y trompent pas. Ainsi, Mrs., donc encore une fois une lectrice, Joseph C. Murphy de Brooklyn écrit « Le royaume des chimères est une splendide tapisserie de mots comportant des éléments étranges et fantastiques, mais l'élément humain y est vivant et vivace, et il est tout aussi original. » Elle est enthousiaste. C'est pas la seule. E. Hoffman Price. Ce qui est intéressant, c'est que E. Hoffman Price, avant d'être un lecteur de Weird Tales, c'est aussi un auteur de Weird Tales. C'est un professionnel. Il est connu, alors il n'est pas très très bon, je trouve, mais il est connu parce que ça a été le seul auteur à avoir rencontré Howard, Lovecraft et Clark Ashton Smith. C'est le truc majeur qui a contribué à sa postérité. Voilà ce qu'il écrit, le monsieur. Voilà une nouvelle à ne pas manquer, étrange, fantastique, mais habitée par des hommes qui agissent et pensent comme le font des individus véritables. C'est une lettre que je trouve très perspicace, parce que la fantaisie de Howard, elle est véritablement ancrée dans l'humain. Il n'y a pas de question de quête initiatique, de bien contre le mal. C'est, grosso modo, c'est les protagonistes de Howard, c'est des gens dont les principales motivations sont le pouvoir, le sexe et l'argent. Totalement différents de nous, évidemment, dans l'ensemble. Et les scènes de combat sont bonnes, et remplies d'éléments fantastiques à souhait, et qui est également sauvage et viril. Les personnages y sont bien campés aussi. Rien à voir avec les pantins qui paradent dans d'autres récits avec leur diction empoulée et prétendument archaïque, alors qu'ils ne font que s'agiter au bout des fils bien visibles de leur auteur marionnettiste. C'est violent, ça tape dur, mais ça tape là où ça fait mal. Et là, juste après, Abraham Merritt, 1929, l'auteur de fantasy le mieux payé des États-Unis après Edgar Rice Burroughs, si on peut considérer que Burroughs fait de la fantasy.
Abramelin est une star absolue. À un point tel que Weird Tales, qui est une revue à l'époque de Seconde Zone, n'a pas les moyens de se le payer. Il y a une nouvelle de Merritt qui va apparaître dans Weird Tales, une seule. Mais c'était impossible pour Weird Tales de se payer un tel auteur. Un auteur majeur. Et là, il fait « J'ai été frappé par la haute tenue littéraire du numéro d'août de Weird Tales. Le royaume des chimères est magnifiquement raconté. » La première nouvelle de Kull est donc une nouvelle qui met tout le monde d'accord à l'époque. À l'époque, simplement, eh bien, si on regarde à l'époque moderne et des sources un peu plus académiques, le succès combiné des livres de Conan de Robert Howard et du Seigneur des Anneaux de Tolkien en livres de poche résulta en un intérêt d'une ampleur inédite pour l'heroic fantasy et la high fantasy. On va revenir à toutes ces étiquettes dans quelques temps. Howard, alors là c'est l'encyclopédie de la fantasy, tout ça c'est très respectable, hein, c'est vraiment des revues universitaires ou quasi universitaires ou très respectées dans le milieu. Howard demeure une figure d'importance dans le domaine de la fantasy en raison de ses récits de Sword and Sorcery, troisième étiquette. Les bases qu'il a posées dans ce domaine ont exercé une influence considérable au long d'une grande partie du XXe siècle. L'expression Sword and Sorcery a été forgée par... ça c'est Grammy chez Westphal. Donc l'expression Sword and Sorcery a été forgée par Fritz Leiber, on va y revenir, mais c'est Robert Howard qui fut le pionnier du genre. Howard, un auteur de pulp originaire du Texas, a combiné la fantasy, l'histoire, l'horreur et le gothique pour créer l'agiborien et des personnages tels Conan le Conquérant et Kull. La critique est unanime sur ce point, c'est avec la publication du Royaume des Chimères, août 29, qu'est née la Sword and Sorcery. Howard y a introduit Kull, un roi main, etc., Joshi, donc qui est quand même une source de référence. Bref, tout le monde est d'accord. Howard a fait quelque chose avec le Royaume des Chimères, mais par contre, personne n'est d'accord sur la façon de l'appeler. Est-ce que c'est de la high fantasy, de la fantasy, de l'heroic fantasy ou de la Sword and Sorcery? Et qu'est-ce que ça veut dire? La Sword and Sorcery? Et alors donc, ici, moi dans ces cas-là, c'est très bien qu'il y ait des gens qui veulent placer des étiquettes sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir ce que disait Howard lui-même. Et après, je vais m'intéresser aux deux expressions, Heroic Fantasy et Sword and Sorcery. Vous allez voir, ça va être assez drôle. Howard, je vous rappelle que le terme fantasy n'existe pas à l'époque. Alors en tout cas, au mieux de mes recherches. Ça fait 5 ans que je fais des recherches sur l'émergence du mot fantasy pour désigner un genre littéraire. À ma connaissance, c'est dans Weird Tales que le terme apparaît pour la première fois, dans une publication, pour justement qualifier une nouvelle de Howard qui s'appelle Les Rois de la Nuit, Kings of the Night, qui paraît en novembre 1930. C'est la première fois que les lecteurs disent c'est de la fantasy. Le terme apparaît en revanche dans la correspondance des auteurs du genre. Dans la correspondance entre Clark Ashton Smith et H.P. Lovecraft, par exemple, les deux parlent de fantasy bien avant 1930. Mais d'un point de vue littéraire, d'un point de vue publication, d'un point de vue paratexte, pour employer un terme savant, le terme, à mon sens, se sédimente dans Weird Tales à partir de fin 1930, début 1931, pour qualifier les récits de Howard et un peu moins, mais en tout cas aussi de façon un peu moins importante, pour Clark Ashton Smith. Howard donc écrit, alors voici un petit florilège de lettres. Quant à ma propre production dans le domaine de la fantasy, c'est en grande partie les éditeurs qui décideront si j'écris ou pas de nouvelles dans cette veine. Les récits fantastiques restent un marché de niche, et je vais peut-être devoir cesser d'écrire ce genre de nouvelles et concentrer tous mes efforts dans notre domaine. Cela dit, je détesterais d'être contraint d'abandonner complètement le registre de la fantasy. Le dernier récit que j'ai vendu à Weird Tales, donc là c'est à propos des Clous Rouges, donc on est en 1935. Ça c'est une lettre à Lovecraft qui date du 5 décembre 1935. Et voici, je me suis amusé, je vous ai scanné la part de la lettre. Et il est bien possible que ce soit le dernier récit de fantasy que j'écrirai jamais, et était un serial en 3 parties. En ce qui me concerne, j'écris des westerns, de l'aventure, de la fantasy et des récits. Et en 1928, on est donc en 1928, on est vraiment bien plus en amont. Howard écrit un roman pseudo-autobiographique dans lequel il raconte sa carrière d'écrivain un petit peu à la façon de Jack London et Martin Eden. Il raconte sa carrière et il raconte donc entre autres comment il a écrit une nouvelle qui s'appelle, donc qui est The Shadow Kingdom, et il l'a décrit dans le bouquin comme étant a wild fantasy. Sword and Sorcery, Heroic Fantasy, Howard écrivait de la fantasy.
Et c'est comme ça que lui-même le définissait. Pourtant, ce n'est pas le terme qui s'est imposé. Et aujourd'hui, personne ne dirait qu'Howard écrit de la fantasy. On aime bien dire qu'il écrit de l'heroic fantasy. Allez vous amuser, allez sur Wikipédia, cherchez épée et sorcellerie, sorcery, heroic fantasy. Ce que vous allez découvrir, ça va être plus ou moins un truc qui va ressembler à la fantasy devient un genre avec Tolkien, mais il y a des précurseurs. Mais du coup, on n'appelle pas ça de la fantasy. Donc tout ce qui est venu avant Tolkien, c'est pas la faute de Tolkien encore une fois, mais tout ce qui est avant Tolkien, ben, c'est des auteurs qui sont des précurseurs. Et donc du coup, on leur fout des étiquettes à 2 balles, Heroic Fantasy, Sword and Sorcery, qui ne veulent absolument rien dire, la preuve en image. Donc ici, Fritz, alors l'histoire de la façon dont est née l'expression Sword and Sorcery. C'est assez intéressant, je vais essayer de faire la version courte. En 1961, Fritz Leiber, l'auteur du cycle des épées, écrit dans un fanzine qui s'appelle Enkalagon, je ne sais plus si c'est marqué ici ou pas, en tout cas c'est un petit fanzine, et il écrit ceci. J'ai aimé l'article sur la fantasy adventure, donc je n'ai pas traduit, un genre de récit dont je suis plus certain que jamais qu'il faudrait baptiser Sword and Sorcery. Donc c'est lui qui propose l'expression. Cela décrit parfaitement le degré de développement culturel et d'apparition du surnaturel et permet en outre de le distinguer du Cloak and Sword, donc le récit de KPDP. Et ainsi, non, KPDP, ça sera celui d'après, Cloak and Sword, je ne sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. Et incidemment du Cloak and Dagger, donc là c'est vraiment le truc de KPDP. Le terme sorcery, donc sorcellerie, implique qu'il ne s'agit pas de magie au sens où elle pouvait être pratiquée dans notre passé historique, mais qu'on fait référence à quelque chose de plus large, de sorte qu'il est sous-entendu que nous avons affaire à un monde différent, étranger au nôtre, mais peuplé d'êtres humains. Globalement, qu'est-ce que fait Fritz Leiber? Je suis incapable de décrire ce que j'écris, donc je vais foutre une étiquette dans laquelle je vais simplement décrire ce qu'il y a, mais sans aller au fond des choses. C'est de la sorcellerie, pourquoi? Parce qu'il y a des épées de la sorcellerie. C'est facile et c'est pas cher. Entre-temps, en Angleterre, un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Michael Moorcock, il a écrit 2-3 bricoles, genre Elric, réfléchit aussi beaucoup, et il se dit, il y a un truc qui ne va pas dans les étiquettes, et voilà ce qu'il écrit. Alors il n'écrit pas ça en réaction à Leiber, ça qui est assez intéressant, il écrit ça en réaction à autre chose, mais la façon dont ça est publié, les gens vont penser que c'est une réaction à ce qu'écrit Fritz Leiber. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une sorte de dialogue qui n'est pas en fait un dialogue. Et là il dit, je pense que nous devrions forger un autre terme qui inclurait le sous-genre de récit traitant de terre du milieu. Petite référence. C'est pas le Massif central, hein. Moorcock, entre parenthèses, qui déteste le Seigneur des Anneaux. C'est assez marrant. De mondes qui n'existent que dans l'imagination fertile de leur auteur, ce qu'on appellerait aujourd'hui un monde secondaire. J'inclurai dans ce sous-genre des livres tels Le Serpent Ouroboros, Jürgen, Le Seigneur des Anneaux, Le Chevalier, je ne sais même plus ce que c'est, la série du cycle des épées, les nouvelles de Conan, Epic Fantasy, et en ce qui me concerne, le terme qui me plaît le plus, et me semble recouvrir la plupart des textes, en tout cas tous ceux que je viens de citer. Donc M. Moorcock propose un 5e terme pour désigner la même chose. On s'y perd. Et c'est là que j'aime beaucoup, arriver en scène de M. L. Sprague de Camp, dans lequel vous allez avoir l'origine du mot Heroic Fantasy, qui est le vocable qui est le plus imposé, qui s'est imposé en France. Pourquoi? Alors, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, mais je pense que pour un Français, Sword and Sorcery, ça coule pas bien sous la langue. Donc du coup, Heroic Fantasy, ça s'est imposé. Le terme s'est véritablement imposé à partir des années 2000, après les films de Jackson. Donc Monsieur Sprague de Camp, je ne vais pas faire sa biographie, je vais essayer d'être gentil avec lui, mais très globalement, ce monsieur a opéré un hold-up littéraire sur les nouvelles de Howard, les nouvelles de Conan en particulier, dont il a pris la charge, la direction éditoriale, il les a trafiquées, réécrites, réarrangées, etc. Et surtout, il cherchait à se faire un maximum d'argent, et donc du coup, on a Fritz Leiber qui est là, qui propose Sword and Sorcery, lui ça ne lui convient pas, donc il va essayer d'imposer un vocable, qui est le vocable d'Heroic Fantasy. Voilà pourquoi il y a tout ce travail de De Camp. Et donc, ce De Camp, écrit en 1967, j'aime beaucoup ça, c'est Wallace Wood, pour ceux qui connaissent un truc de comics américains. Dans ses BD des années 60, il détestait Sprague de Camp, et donc il avait sans arrêt des histoires dans lesquelles il y avait L. Sprague de Freeb, ce qui m'a toujours fait rigoler. Et il manquait une vignette là, donc du coup je l'inclus. Donc, Sprague de Camp dit, Heroic Fantasy est le nom que j'ai donné, Sprague de Camp, à un sous-genre. Donc là, c'est pas un genre, c'est un sous-genre. On n'est pas en train de parler littérature là pour De Camp, on est en train de parler d'un sous-genre.
Donc c'est même pas respectable, c'est le truc qu'on lit même pas dans le métro. Par ailleurs, appelé par ailleurs Sword and Sorcery, bon du coup il me faut quand même une étiquette de plus, il s'agit de récits d'action et d'aventure qui se déroulent dans un monde plus ou moins imaginaire, où la magie fonctionne et la science et la technologie moderne n'ont pas encore été découvertes. Le cadre peut en être la Terre, tel qu'on l'imagine l'avoir été en étant reculée, ou tel qu'elle sera dans un futur lointain, ou alors une autre planète, voire une autre dimension. De tels récits combinent le côté intrépide et haut en couleur des récits d'aventure historiques aux frissons ataviques, du surnaturel et des histoires de fantômes. Bien. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Rien. Mais il n'est pas aussi bon que mon préféré, Darrell Schweitzer. Alors, Darrell Schweitzer, pour le situer, c'est un critique américain qui a écrit des trucs assez pitoyables sur Howard, encore plus pitoyables sur Lovecraft. Et donc, voici l'exercice auquel je vous conviens maintenant. Essayez, je ne vais même pas le lire, essayez de comprendre ce que dit le monsieur dans son paragraphe. Vous avez 2 heures. Alors, la traduction, c'est de mes soins, mais j'ai tenu, enfin j'ai vraiment collé à ce qu'il écrit. C'est clair, n'est-ce pas? Parce que, enfin, si dans le Conan the Conqueror de Robert E. Howard, qui est l'essence même de la Sword and Sorcery, sont un des membres de l'heroic fantasy. Ça veut absolument rien dire. En fait, on est en train d'apposer des étiquettes qui datent des années 60, 70, à des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. En clair, tous ces gens sont d'accord sur un truc. Howard a opéré une révolution. Tous, à l'époque, comme les modernes. Aucun n'est capable de dire ce qu'il a opéré. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Du coup, il y a une sorte de rivalité dans l'étiquetage à 2 balles. On va appeler ça de l'heroic fantasy, de la sword and sorcery, de la high fantasy, de la low fantasy, de la je sais pas quoi fantasy, tout ce que vous voulez. Autant de termes qui servent à masquer simplement l'incompréhension totale de ces gens par rapport à ce qu'a apporté Howard au domaine de la littérature. Eh bien, on va continuer. Qu'est-ce que c'est que la fantasy selon Sprague de Camp, l'heroic fantasy? Quand elle est bien conçue, l'heroic fantasy procure le plus grand plaisir d'évasion qui soit. Littérature d'évasion. C'est surtout pas sérieux les gens, hein. C'est juste un truc pour vous divertir, mais ce n'est pas la littérature. Il n'y a rien de sérieux. Il s'agit de divertissement pur, où tous les hommes sont forts, toutes les femmes splendides, et la vie n'est qu'une suite d'aventures et tous les problèmes simples. C'est le monsieur qui est censé avoir assuré la supervision éditoriale des Clos Rouges, dans lequel tout le monde crève, de La Reine de la Côte Noire, dans laquelle la reine elle meurt à la fin. Donc c'est le monsieur qui vous dit, voilà, t'as rien à faire pendant 1 heure, lis un truc comme ça, ça va pas te travailler trop le cerveau, c'est juste un truc de divertissement, il n'y a rien. Le critique américain Don Heron a fait une critique absolument extraordinaire des travaux de Sprague de Camp, dans lequel il résume en fait la pensée de Sprague de Camp. Ce sont des businessmen qui s'ennuient et qui vont lire pendant 1 heure des exploits de barbares en slip. Qui est un peu ça. Alors en plus, je parlais de la misogynie de Sprague de Camp, qui est voilà. Les hommes sont forts, les femmes sont splendides. C'est chouette. Alors, John D. Clark. John D. Clark est le monsieur qui a commis plusieurs fautes dans sa vie. Donc voici le premier volume de nouvelles de Conan, paru en volume en 1950. Alors, on est 14 ans après la mort de Howard, dans une petite maison d'édition qui s'appelle la Gnome Press. Et donc, c'est le premier volume est dirigé par ce monsieur John D. Clark. C'est-à-dire que Sprague de Camp, il n'arrive sur la scène qu'en 1951. Donc, à l'époque, il ne sait pas qui est Howard. Il le découvrira l'année d'après. Et John D. Clark, donc, va publier un roman qui s'appelle L'heure du dragon, sauf qu'il va le transformer le titre en Conan the Conqueror. Conan le conquérant. Qu'est-ce que conquiert Conan dans ce bouquin, dans ce roman? Rien, mais c'est pas grave, ça fait... c'est le gros barbare, quoi. Et surtout, il écrit une préface dans laquelle il est très clair. Messieurs, dames, si vous voulez du Conan, voici ce qui se passe. N'allez pas chercher de sens philosophique caché ou de casse-tête intellectuel dans ces histoires. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, en clair, quand vous lisez de la fantaisie, a priori, ça peut passer. De la vraie littérature, a priori, ça peut passer. Si vous lisez du Conan,
de la Sword and Sorcery, de l'Heroic Fantasy, ce que vous lisez, c'est de la daube en tube. Bref, les années 60, dans le sillage de la publication des œuvres de Howard et Tolkien en livre de poche, voient arriver aux États-Unis un déferlement d'ouvrages de fantasy. Des dizaines, mais des dizaines. Alors là, si vous avez la chance de lire du Bragg the Barbarian, du Cotard, qui de mémoire est un truc de je crois qu'il vit en Lémurie, celui-là, si je me rappelle bien. On a Tongor aussi, de Lynn Carter, qui est un exemple extraordinaire de littérature. Vous allez avoir dans 90% des cas une couverture de Frank Frazetta, dans lequel vous aurez effectivement un gros barbare simplé, musculeux, accompagné d'une demoiselle gémissante qui sera à ses côtés. Et on appelle ça de la Sword and Sorcery, ou on appelle ça de l'Heroic Fantasy. Il faut donc des faibles femmes, il faut un sorcier. Enfin, c'est confondant de naïveté. C'est des bouquins qui sont impossibles à lire, à moins d'être vraiment masochiste. Je m'excuse pour tous les gens ici qui aiment Lynn Carter. Mais ça se soigne, vous savez, aujourd'hui. Si. Et tous ces bouquins sont défendus par des intellectuels. Donc Lynn Carter est un monsieur qui a essayé véritablement de sortir la fantaisie de ses ornières. Donc ça, on peut lui reconnaître, mais en tant qu'auteur, c'était juste... Enfin, il n'écrivait que des bouses, je vais être très clair. Et Sprague de Camp, qui était juste là pour se faire un maximum de pognon, et rien d'autre. Le problème, c'est que, vu qu'on a apporté l'étiquette Heroic Fantasy ou Sword and Sorcery, donc épée et sorcellerie, à ce genre de récit, on va les intégrer rétroactivement, entre 65 et 70, donc, à l'œuvre de Howard. La fantasy, il faut donc des barbares musclés, des femmes splendides et des trucs simples. En quoi est-ce que ça correspond, par exemple, à la première nouvelle de Conan, dans lequel il a des problèmes, qu'on le voit picoler dans la scène d'ouverture de la version initiale de la nouvelle. Il n'y a absolument aucun personnage féminin et les problèmes sont éminemment compliqués. En quoi ça s'applique à la première nouvelle de Kull, dans lequel c'est un type, dans lequel il n'y a aucun personnage féminin, encore une fois, dans lequel le postulat même de la série, c'est une barbare qui est arrivée sur un trône et qui se rend compte que, en fait, il n'arrive pas à gérer son trône. Où est-ce que les problèmes sont simples, ou est-ce que la vie n'est qu'une suite d'aventures? L'Heroic Fantasy ou la Sword and Sorcery telle que développée, argumentée, théorisée par Sprague de Camp et consorts, ça s'applique parfaitement à tous ces romans, toutes ces daubes-là, parus dans les années 60, dans lesquels c'est du divertissement pur, écrit par des tâcherons. On peut dire Andrew Few, tous ces gens-là, je pourrais en citer des dizaines, qui sont des romans... bref, ils ne sont pas écrits, ils sont tapés à la machine, je vais dire, mais qui ne correspondent en rien à ce que Howard a fait. Ou comment est-ce qu'on peut inscrire Au-delà de la rivière Noire là-dedans? Comment peut-on inscrire les Clos Rouges là-dedans? Comment peut-on inscrire la Tour de l'éléphant là-dedans? On ne peut pas. Donc Howard, s'il a écrit, il a fait autre chose. Il n'a pas fait de l'Heroic Fantasy. Il n'a pas fait de la Sword and Sorcery, parce que ça ne correspond pas à ce qu'il a écrit. Lui-même disait qu'il a fait de la fantasy. Moi, je suis toujours d'accord pour dire que si l'auteur il dit qu'il écrit de la fantasy, appelons ça de la fantasy. Il disait de la wild fantasy en ce qui concerne le royaume des chimères. Alors après, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est un auteur qui est américain, qui est essentiellement américain, Howard. Et la fantasy aux États-Unis s'est donc développée dans les pages de Weird Tales, donc un pulp magazine américain. Les pulps sont quelque chose qui est par définition américain, avec un personnage qui est principalement Conan, dans lequel il n'y aura pas de quête initiatique, il n'y aura pas toutes les problématiques qu'on trouve dans le vieux continent, à savoir la quête de quelque chose. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a absolument aucun manichéisme chez Howard. Le monde, il est pourri. Le monde, il est ce qu'il est. La vision du monde de Howard est extrêmement pessimiste, elle est extrêmement négative. Ce n'est pas un hasard si au même moment, son correspondant dans les pages de Weird Tales, H.P. Lovecraft, a une vision du monde qui, elle aussi, est froide, calculatrice, dans laquelle le cosmos n'est pas là pour qu'il y a du bien et du mal. C'est une fantaisie, c'est une œuvre, l'œuvre de Howard,
qui est né de la crise de 1929, quand on y réfléchit bien. Première nouvelle, août 29. Certes écrite avant, mais le succès vient véritablement avec le personnage de Conan. Si vous lisez les nouvelles de Conan, ça commence comment? Avant, il y avait un cataclysme. Tout le monde est mort. Arrive l'ère de Conan. Il arrive, et de toute façon, à la fin, il y aura encore un cataclysme, dans lequel tout ce que vous avez pu faire sur Terre, ça ne sert à rien. La philosophie du personnage Conan, telle qu'elle est articulée dans une nouvelle comme La Reine de la Côte Noire, c'est une sorte de philosophie, ben voilà, voici le monde dans lequel je vis, j'attends rien d'autre chose que ce que je peux faire. On verra, et de toute façon, à la fin, quand on meurt, et ça dure longtemps. C'est une vision extrêmement pessimiste qui épouse parfaitement les contours de l'époque aux États-Unis, donc le monde de la dépression et de la post-grande dépression, dans lequel il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de solution, il n'y a plus d'État, dans lequel les fermiers sont expropriés. Si vous lisez une nouvelle de Conan, si vous lisez un roman comme L'Heure du Dragon, vous avez un chapitre dans lequel Conan s'intéresse au sort des paysans qui sont expropriés, qui crèvent la dalle, etc. Les problèmes qu'on trouve dans les nouvelles de Conan sont des problèmes du quotidien. Ce n'est pas le bien qui va s'opposer au mal parce qu'il y a une sorte de joyau, etc. Et on va restaurer l'ordre du bien sur Terre. C'est pas du tout ça. C'est comment est-ce que je fais pour survivre jusqu'à demain. Conan n'est pas un conquérant, comme le disait John D. Clark. Conan est un survivant. C'est quelqu'un pour qui les muscles ne sont pas là, comme le dit à tort Milius, pour entendre les lamentations de ces femmes le soir au fond des bois, ou je ne sais plus comment est-ce qu'il raconte ça. Il est là, son épée est là pour empêcher que quelqu'un vienne de lui chercher des noises. Il est là juste pour survivre. Le monde, demain, il n'y aura plus rien. Alors quand vous lisez tout ça, la saga de Conan, elle n'existe pas. Il n'y a pas de saga de Conan. Aucune nouvelle ne procède d'une autre. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de personnage récurrent, il n'y a pas de famille. Il ne vieillit pas. Il ne passe pas lentement d'un statut à un autre. Une nouvelle, il est roi. Là, il est mercenaire. Dans la version de Sprague de Camp, il est voleur. Il commence voleur et il finit roi. Sprague de Camp est l'exemple parfait de l'américain, du businessman américain de base, dans lequel on commence dans les couches les plus basses de la société, voleur, le hors-la-loi, le barbare. Grosso modo, c'est vraiment l'immigré qui vient et qui pique chez nous. Mais à force etc., de sagacité, de patience, il va se hisser par la force de son poignet et devenir le roi d'une puissante nation civilisée. Une sorte d'Arnold Schwarzenegger. Par hasard. Si vous lisez les nouvelles de Conan, c'est absolument pas ce que vous avez. Il n'y a pas de progression de voleur à mercenaire, à général, à roi. Il commence. La première nouvelle, il est roi. Après, il ne l'est plus. À aucun moment, on le revoit dans les autres nouvelles en tant que roi. À un moment, il a le titre, dans 2 nouvelles, mais il n'est jamais sur la couronne puisqu'il a été évincé de la couronne. Et donc, il va être barbare, mercenaire, etc. Il n'y a absolument aucun ordre. Si vous avez lu La Reine de la Côte Noire, ça ne vous place absolument pas en position privilégiée pour lire, je ne sais pas, Le Diable des Reins, ou vice-versa. Aucune nouvelle ne procède d'une autre. Les personnages secondaires, il n'y en a pas. Les personnages sont toujours nouveaux. C'est une littérature qui n'est pas une saga, qui n'est pas une quête au sens européen. C'est pas du tout Tolkien. Ça procède des mêmes codes, mais on n'est pas du tout dans le même genre de littérature. Howard n'avait jamais lu William Morris, n'avait jamais lu les auteurs anglais qui sont dits précurseurs de la fantasy. Il procède d'une tradition qui est purement américaine, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais qui est bien vivace. Les auteurs qui l'ont influencé le plus, ça va être Edgar Poe, ça va être quelqu'un qui n'est pas connu en France, qui s'appelle Charles Brockden Brown, du Fenimore Cooper, Shakespeare, un petit peu, mais il n'est absolument pas influencé par les auteurs dits de fantasy du vieux continent. Et si vous lisez enfin les nouvelles de Conan ou de Fantasy Howard, la vision des personnages féminins que vous aurez ne sera pas du tout celle qu'on peut avoir lorsqu'on parle de Conan. C'est un peu l'histoire de ma vie, grosso modo, c'est que tu fais quoi dans la vie? Je travaille sur Howard, c'est qui? L'auteur qui a écrit Conan le Cimérien. Ah ouais, Conan le barbare, Arnold. Lisez l'œuvre, et vous allez découvrir autre chose. Alors, quand je parle d'American Fantasy, qui était mon point de départ initial, c'est que, en fait, ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui,
c'est le fait que toutes les étiquettes qu'on a pu apporter à Howard pendant toute sa carrière et après, et principalement depuis les années 60, ne correspondent en fait à rien. Ce sont juste des gens qui essayaient d'employer une étiquette qui avait un double rôle. Le premier rôle, de décrire quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce qu'aucun de ces gens n'a été capable de comprendre ce qu'a été l'apport howardien. Donc du coup, on fout des mots qui décrivent, mais qui ne permettent pas d'analyser. Et le deuxième, c'était comment est-ce qu'on peut appeler un genre qui est de la fantasy, c'est exactement ce que fait Tolkien, sauf que Tolkien, c'est le premier, mais vu qu'il a écrit 20 ans auparavant, parce que si on regarde Le Seigneur des Anneaux, 54-55, Conan, c'est 32, Kull, c'est 29, et du coup, il y a un silence gêné, parce qu'il y en a un qui a écrit de la fantasy 25 ans avant Tolkien, tout simplement. Mais du coup, ça, c'est un petit peu gênant, et ça passe pas. Donc du coup, on va inventer une étiquette, 2 étiquettes, 3 étiquettes, 15 étiquettes, qui vont dire, voilà, c'est un précurseur, on ne peut pas l'ignorer, on est obligé, parce qu'ils vendent quand même quelques millions de bouquins. Mais c'est pas de la fantaisie. C'est un sous-genre de la fantaisie créé avant. Essayez de comprendre la logique qu'il y a derrière. Il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le cas. Enfin, pourquoi est-ce que l'œuvre de Howard est essentiellement américaine? Pourquoi seul lui pouvait inventer la fantaisie? On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. J'ai consacré une thèse. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, je voulais simplement me concentrer sur cette question de où est-il dans le paysage de la fantaisie, quelles sont les étiquettes, quel est le rôle de ces étiquettes, et vous donner une sorte de background général sur l'œuvre et l'importance de Howard en tant que pionnier. Au moins, c'est le pionnier de ce que j'appelle, de plus en plus maintenant, l'American Fantasy. Merci. Je suis en mode un peu locomotive, j'avais aucune idée de combien de temps j'allais durer. Bon, ça va. Donc, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui. Quelle différence faites-vous entre la fantaisie et un terme français qui est le merveilleux? Le merveilleux, alors j'ai un vrai problème avec les étiquettes. Alors, je vais répondre, je ne sais pas si je peux répondre à la question de façon intelligente. Parce que je vais essayer de répondre de façon un peu plus... enfin, je vais essayer en fait de finasser. Une de mes nouvelles préférées de tous les temps, c'est une nouvelle d'Ambrose Bierce, qui s'appelle en français, je sais pas, Un incident à... Quelqu'un l'a lu en français? Voilà. C'est une histoire que j'ai lue pour la première fois dans un recueil que je ne connaissais pas du tout cette nouvelle. Et la première fois que je l'ai lu, en fait, j'ai lu ça en anglais dans un recueil de nouvelles sur la guerre de sécession. Tales of Soldiers and Civilians, si je me rappelle bien. Et donc, je lis ce recueil de textes, mais j'ai dit, c'est un recueil de nouvelles qui traitent de soldats durant la guerre de sécession. Et vous lisez toutes ces nouvelles dans lesquelles c'est des batailles, des morts, etc. Il y a les plus grands textes, pour moi, d'Ambrose Bierce sont dans ce recueil. Et j'arrive cette nouvelle, et là, à la fin, je fais « Waouh !» Donc je vous le spoil peut-être, enfin c'est un type, en fait on se rend compte à la fin qu'il pensait être en vie, sauf qu'il est mort. Surprise totale. Et la nouvelle m'a fait un impact monstrueux. Pourquoi? Parce que j'ai lu une nouvelle de guerre. Enfin j'ai lu une nouvelle, dans un recueil qui s'appelait « Des histoires de soldats ». Je discute de la nouvelle avec je ne sais plus quel ami, et il fait « Ouais, bof ». Parce que lui, il l'avait lu en version française dans les recueils de Jacques Papy, vous savez, les années Casterman, là, les 20 histoires de je ne sais plus quoi, ou 15 histoires de je ne sais plus comment ça s'appelait, 20 pas dans l'au-delà. Bref. Et il a lu ça, ouais, chez Casterman. Et il avait lu ça dans. Il dit, ouais, j'ai lu ça dans un truc de histoire de fantômes, ou histoire de revenants, ou histoire de je sais pas quoi. Il commence sa nouvelle, mais il sait déjà que c'est le type, il y a un fantôme quelque part qui va intervenir. Donc, en lisant la nouvelle comme étant un récit de fantôme, la chute, il s'y attendait. Ça gâche complètement le truc. En fait, l'étiquetage d'une œuvre, pour moi, et donc on appelle ça du merveilleux, etc., ces définitions, pour moi, ne veulent rien dire. Non seulement elles ne veulent rien dire, mais un étiquetage est par définition réducteur. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'American Fantasy, parce que, je reste conscient du fait qu'il faut absolument que je fasse évacuer ces définitions affreuses que sont Sword and Sorcery ou Heroic Fantasy. Mais en même temps, il faut essayer de trouver une définition qui est un peu plus générale. American Fantasy, c'est tellement vaste que c'est fourre-tout. Et ça me plaît. Mais si avec moi, autrement, il n'y aurait aucune définition.
Si vous rentrez chez un libraire, bonjour, je voudrais acheter le dernier, enfin pas le dernier parce qu'il n'en écrit plus le pauvre, David Gemmell. Et monsieur, rayon fantasy. C'est où? Bah, au fond à gauche. Parce que vous avez au fond à gauche, la fantasy, au fond à droite, c'est le polar, ou l'inverse. D'accord. Je voudrais acheter, je sais pas moi, 1984, c'est aussi au rayon... Ah non, non, c'est rayon classique, monsieur. Jack London. Ah, je voudrais un Jack London. Ah oui, bah, Cro-Blanc, c'est la section ado. Non, je voudrais le talon de fer. Ah bon, on l'a pas. Bonjour, je voudrais lire du... je sais pas qui... Vous êtes sans arrêt catalogué. On est sans arrêt catalogué. Et grosso modo, si vous lisez George Orwell, dans le métro, vous êtes quelqu'un de respectable. Si vous lisez H.G. Wells, vous êtes un classique. Si vous lisez David Gemmell, vous êtes un geek. Qu'est-ce que ça dit sur l'œuvre? Rien. C'est juste du détiquetage qui, pour moi, est réducteur. À partir du moment où vous étiquetez une œuvre, vous lui accordez une certaine définition, vous avez certaines attentes. En littérature, en art, mais en général, vous savez que ma position à moi, elle est très simple. Quand je vais dans mon supermarché du coin, j'achète de la lessive. Si la lessive, elle fait exactement ce à quoi je m'attends, je suis content. Quand j'achète un livre ou que j'aurai un film, si j'ai exactement ce à quoi je m'attendais, je ne suis pas content. Parce que je vais être surpris. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est un peu vaste. En fait, la distinction de genre, pour moi, je trouve qu'elle est totalement artificielle. Le merveilleux, le machin. Regardez la fantaisie. Mon premier point de départ, c'est de dire la fantaisie, pour moi et pour un Américain ou pour un Anglais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, la définition entre la Sword and Sorcery et l'Heroic Fantasy, c'est... Est-ce que Howard fait de la science-fiction? J'en sais rien. Est-ce que Mary Shelley fait de la science-fiction? On s'en fout. Elle écrit un bon bouquin. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Quelqu'un d'autre? Oui. J'ai l'impression qu'il y a des points communs entre l'œuvre de Clark Ashton Smith et de Howard, et je me demandais s'ils sont influencés l'un de l'autre. Alors, pas beaucoup, mais oui. La grande théorie de Lynn Carter à une époque, c'était qu'ils avaient collaboré. Lynn Carter est un couillon. En revanche, alors ils ont très très peu échangé, parce que il y a quelques lettres qui ont survécu. Il y a 9 lettres de Howard à Clark Ashton Smith qui survivent. Elles font une page et quelques. Ça reste assez laconique, malheureusement. Mais dans les deux cas, il y avait un immense respect entre les deux hommes. Vous avez Howard qui est super impressionné par ce qu'écrit Clark Ashton Smith, et vous avez des remarques de Clark Ashton Smith à Lovecraft dans lesquelles il dit « J'ai envoyé mon recueil de poésie ». Donc je parle des Ebony je ne sais plus si c'est Ebony and Crystal, enfin je ne sais plus si c'est le recueil de 22 ou 33, je ne me rappelle plus. J'ai envoyé à Howard et il dit à Lovecraft, il m'a fait des remarques qu'aucun autre lecteur ne m'a fait. Et de toute évidence, il a compris beaucoup plus de trucs que le commun de mes lecteurs. Et c'est quelqu'un de beaucoup plus rusé, de beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. En même temps, lui et Lovecraft s'amusaient, enfin surtout Lovecraft, qui s'amusait à dire que Howard, je suis déçu que le père Howard s'amuse à écrire des trucs avec de l'épée, etc. Il avait employé une expression qui ne me revient pas à l'esprit, mais de manière générale, oui, Clark Ashton Smith était très impressionné par Howard. Il y a une nouvelle qu'il aimait beaucoup, et c'est évident qu'il y a quand même des passerelles entre l'œuvre de ces deux hommes, clairement. Question suivante. Sur l'œuvre littéraire elle-même. Oui. J'ai envie de dire simplement pourquoi Conan, quand on prend les bouquins, c'est vrai, comme vous le dites, un coup il est roi, un coup il est voleur. Et si on change le nom d'une nouvelle à une autre, ça passe aussi en fait. Je ne comprends pas la question en fait. Quelle est la légitimité du personnage de Conan? Ouais. Pour moi, il n'y en a aucune. Honnêtement, le personnage de Conan est strictement inintéressant. C'est un peu comme un Clint Eastwood ou un James Bond. Ce qui est intéressant dans Les Clos Rouges, c'est pas Conan. C'est ce qui se passe dedans. Ce qui est intéressant dans l'Arrière Noir, c'est pas Conan. C'est un personnage qui n'évolue pas, comme je l'ai dit. C'est un given, comme disent les anglo-saxons. C'est pour ça que le nouvel de Conan, son titre n'apparaît jamais. C'est pas Conan à la montagne, Conan le charpentier, Conan le charcutier. Howard n'a jamais fait ça. Je peux en trouver plein des comme ça. Quand il écrit Les Clos Rouges, il raconte pas Conan. Il raconte l'histoire d'une civilisation qui est en train de s'effondrer sur elle-même et des conséquences de cette dégradation. Quand il écrit de la Rivière Noire, il est en train de parler de qu'est-ce qui se passe lorsqu'un peuple, en l'occurrence blanc, en train de coloniser des populations indigènes, et à un moment, les indigènes, ils se révoltent.
Et c'est normal. Et il gagne à la fin. Alors pourquoi il réutilise toujours le nom de Conan plutôt que de créer un nouveau personnage? Parce qu'il écrit une série en partant de 1932, il arrête en 1935. Les nouvelles de Conan, elles se sont interrompues en 1935. C'est-à-dire qu'un an avant sa mort, Howard n'écrivait plus de Conan. En fait, il crée des personnages. Et il y en a pour certains pour lesquels ça va s'améliorer. Et il y a un moment, il va sentir qu'il n'est plus en phase avec son personnage. Dans ces cas-là, il arrête, il passe à autre chose. Et alors, en 1935, il avait abandonné Conan. C'est-à-dire que c'est pas... Vous avez trois périodes, en fait, dans les nouvelles de Conan. Vous avez la première, dans laquelle il écrit, il est à fond dedans. Il écrit La fille du Jean du Gel, chef-d'œuvre. Il écrit La tour de l'éléphant, chef-d'œuvre. Il écrit La reine de la côte noire, chef-d'œuvre. Bref, il s'éclate. Alors, il écrit aussi quelques bouts d'un côté. Mais globalement, des nouvelles vraiment exceptionnelles. Personnage féminin à poil ou dénudé? Aucun. Et là, poum, on est en 32. Et il apprend coup sur coup que Fight Stories, Action Stories, enfin bref, tous les pulps de l'époque, tous ces marchés annexes à Weird Tales viennent de faire faillite, 16 publications. Il se retrouve avec un marché unique, Weird Tales, revue qui paye mal et en retard. Et là, il faut qu'il bouffe. Et là, il écrit une nouvelle de Conan qui s'appelle Le Colosse Noir, Black Colossus, qui est une nouvelle qui a des qualités, qui n'a pas que des qualités, mais il y a une scène dans laquelle ça commence par « Écoute, je crois que je vais me promener dans le temple et je vais être toute nue parce que c'est comme ça qu'il faut être devant le dieu Mitra, un truc dans le genre. » Et quand on lit ça, on fait « Waouh, c'est très convaincant. » Sauf qu'évidemment, pourquoi est-ce que Howard écrit ça? Parce qu'il sait que ça va capturer l'attention de l'illustratrice, qu'a priori, ça va aider à la vente de la nouvelle, et qu'en plus, elle va être mise en couverture. Et c'est exactement ce qui se passe. Et là, pendant 5-6 mois, il écrit 7-8 nouvelles de Conan qui ont plusieurs points communs. Il fait un G final. Ouf. C'est tout. Si vous lisez les brouillons du Phénix sur l'épée, on a 5 versions. Si vous lisez L'Or et le Dragon, on a, je crois, 7 ou 8 versions. Les nouvelles qui ont été écrites dans cette époque-là, les 6-7 nouvelles qui ont été écrites dans cette époque-là, un premier G, version finale, à dégager. Il y en a une pour laquelle il n'y a même pas de brouillon. Alors, il écrit la nouvelle telle qu'elle, et regarde, il l'envoie. En clair, il y passe moins de temps. Deuxièmement, elles ont un point commun. À chaque fois, vous avez un personnage féminin qui se retrouve de façon, on ne sait pas trop comment, plus ou moins à poil. Pourquoi? Ça fait vendre. Parce que le cul fait vendre. Et donc, il en écrit comme ça 6-7. Toutes sont acceptées, mais alors tout de suite. Au-delà de la rivière Noire, chef-d'œuvre absolu. Ça paraît dans Weird Tales, mais pas en couverture. Il n'y a pas de femme à poil. Le Phénix sur l'épée, ça paraît pas en couverture. La reine de la côte noire, écrit en août 32, juillet 32. Ça, il doit attendre mai 34 pour voir sa nouvelle publiée. Quasiment 2 ans plus tard. Alors par contre, une nouvelle comme, je ne sais pas, il y en a plusieurs, hein, le bassin de l'homme noir, ou le bassin, je ne sais plus comment ça s'appelait, titre français, excusez-moi. 2 mois après, l'envoi, elle paraît. Aucun souci. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est commercial, ça fait vendre. 7 mois plus tard, donc, Howard, il a engagé un agent. Il commence à diversifier sa production. Il se remet sur les rails financièrement. Et là, il va se remettre à écrire du Conan. Ce qu'il a écrit, il a arrêté en février 33 d'écrire du Conan. À la fin de l'année, il s'y relance. Il écrit une nouvelle qui est moyenne, et après il se lance dans ses nouveaux récits. Le peuple de Cercle Noir, au-delà de la rivière Noire, les Clos Rouges et le Maraudeur Noir. C'est-à-dire qu'il écrit des textes dans lesquels il n'y a pas de faibles femmes, il y a des femmes fortes ou il n'y en a pas. C'est des récits qui sont âpres pour la plupart, qui sont, enfin, je ne vais pas parler au-delà de la rivière Noire et des Clos Rouges, qui sont unanimement considérés parmi ses meilleurs textes. Le Maraudeur Noir est pour un texte qui est un peu plus compliqué, mais qui est d'une richesse quand vous grattez un peu à l'intérieur, qui est phénoménale. Et du coup, en fait, il écrit des textes qui lui sont propres, qui lui sont personnels. Donc, ouais, il a écrit du Conan alimentaire. Et globalement, le template, le patron de ces nouvelles, un monstre, une fille dénudée, un barbare, des muscles, c'est le template sur lequel on fait fortune. Sprague de Camp, Ian Carter, Gardner Fox, des gens comme ça.
C'est bon, j'ai tué tout le monde? Ah, ah. Je ne sois pas trop méchant avec Gardner Fox, par exemple. Alors, Cotard le barbare, on est d'accord que c'est très mauvais. Oh, oui. C'est un excellent auteur de comics à la même époque. Mais sa production. Ouais. Les westerns sont sympas. Mais effectivement, Cotard le barbare, on est d'accord que c'est pas bon. Ah bah c'est alimentaire, clairement. Mais Si je me rappelle bien, c'est Gardner Fox qui a écrit, qui a fait le premier Conan de BD, Chrome the Barbarian, en 47 chez Avon. ah, c'est possible. Je suis quasiment sûr. Parce que la première adaptation de Conan en bande dessinée, c'est pas Marvel. Il y a eu un truc avant qui s'appelait Star Solid Comics en 68, et on a eu au Mexique une série qui s'appelait La Reina de la Costa Negra, dans lequel c'était en fait l'adaptation de La Reine de la Côte Noire, sauf que Conan est blond et que Belit meurt pas à la fin, mais que l'héroïne c'était pas Conan, c'était Belit. Et ça a duré 70 numéros, enfin c'est assez impressionnant. Mais le tout premier comic book consacré à l'œuvre d'Howard, c'est Chrome the Barbarian. Il y a eu 2 numéros dans une revue qui s'appelait, de mémoire, Strange Worlds, mais j'en suis pas sûr, Out of This World, en 47. Donc c'est un pulp dans lequel vous avez des petites histoires dessinées. Et il y avait une série qui s'appelait Chrome the Barbarian. Évidemment, c'était un peu difficile de ne pas voir l'hommage vaguement déguisé, et surtout on ne paye pas les droits. Et de mémoire, c'est écrit par Gardner Fox. Mais on est d'accord que tous ces auteurs-là, Andrew Ophiut, etc., sont des gens qui écrivaient mal, mais en fait, ils cherchaient surtout à récupérer un chèque à la fin du mois. Sauf Lynn Carter, qui écrivait mal, quoi qu'il advienne. Mais c'était un bon éditeur. C'était un mec qui avait bon fond. Il faut lire un jour dans sa vie les commentaires que fait Sprague de Camp sur son collaborateur Lynn Carter, dans lequel il le défonce. Le mec, il l'a embauché, il a bossé avec lui, il le détruit. Sprague de Camp était un monsieur qui était vraiment méchant, alors que Lynn Carter était un monsieur qui était pas un bon auteur, mais qui avait bon fond. Yes? Tout le monde a faim, c'est ça? Bien, merci beaucoup.